Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... It has been nearly 5 months since Liz Barraza was shot and killed in her driveway in Tomball while she was setting up for a garage sale. Investigators still have no idea who did it or why. Des histoires étranges de l'ère numérique. Les maisons intelligentes, les assistants personnels et les caméras intégrées à différents appareils font maintenant partie de nos vies. Est-ce possible qu'ils nous permettent de résoudre des crimes? En 2019, une jeune femme du nom d'Elisabeth Barraza est froidement assassinée en plein jour devant sa maison d'une petite ville tranquille au Texas. Femme de grand cœur, elle n'était mêlée à aucune histoire criminelle et n'avait aucun ennemi. En plus, le crime n'a aucun mobile. Cependant, des caméras intégrées à des sonnettes dans le voisinage ont tout filmé, et ces images révèlent un scénario encore plus terrifiant qu'inexplicable. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Très excité de ce début de saison 8. Oui, on dirait bien, Seb, qu'on va fracasser le 100e épisode cette saison-ci. Mais oui, pas le choix. On va se rendre même quasiment à 110 si mes calculs sont bons. Là. Donc, même avec les bonus et tout ça. Donc non, c'est un gros milestone. Hein? Oui. Honnêtement, quand on a démarré ça en 2017, parce que là, on fête nos 5 ans, on n'avait pas cette portée-là, disons, cette visée-là d'avoir nécessairement 100 épisodes. Là. Donc, pour moi, c'est un accomplissement incroyable. Là, ce qu'on a pu faire. Je me rappelle même qu'on s'était déjà dit « Hey, c'est sûr qu'on se rendra pas à 100 épisodes. » Donc, c'est très drôle d'y être presque rendu. Mais bref, on vous réserve toute une saison 8. On a des sujets vraiment hallucinants. On essaie de faire une balance. On essaie toujours de faire une balance de sujets un petit peu plus connus, mais d'amener notre vision de la chose, notre angle numérique à un cas qui est, par exemple, très publicisé. Mais en même temps, cette saison-ci, je pense qu'on va débalancer les choses un peu. On va se focusser sur des histoires un peu moins connues, des histoires plus dark, des rabbit holes qui nous proviennent d'Internet et tout ça. Je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous, on est en feu. On s'est listé là, justement tous nos 13 épisodes de la saison, avec aussi l'épisode secret pour les Patreons, pour nos membres Patreon. Et puis, on avait, je pense, encore une quinzaine de sujets. Là. Donc, on dirait bien qu'on va faire quelques bonus, sans doute quelques mini-distos, des after-shows aussi pour nos abonnés Patreon. On vous invite à vous joindre parce que cette année, encore une fois, on va avoir plein de contenus exclusifs. Ceux qui rejoignent notre page Patreon aujourd'hui même, non seulement vont avoir droit à tous les after-shows qu'on a fait, donc lors des 2 dernières saisons, la 7 et la 6, et puis en plus, vous allez avoir droit aux 2 épisodes secrets qu'on a fait, encore une fois, pour la saison 7, la saison 6. Exact. Et là, on va en faire un à la fin de cette saison 8-là. Donc, il y a quand même pas mal de stock. Il y a des mini-distos exclusifs aussi. Nous, on va continuer comme ça, encore une fois. Donc, on vous invite à rejoindre nos 2 forfaits. C'est très simple. Il y en a un à 3$ que, en fait, c'est tout en accéléré. En plus de nous supporter, d'avoir un rabais sur la boutique, d'avoir accès au serveur Discord de Distorsion. À 3$, vous avez tout en avance. Donc, dès que le montage d'un épisode est terminé, on le publie sur Patreon et puis le reste du monde sur les autres plateformes l'ont généralement 1 semaine ou même parfois 2 semaines plus tard pour maintenir la cadence à chaque 2 semaines, encore une fois. On a aussi le forfait à 8$, que ça, c'est le forfait distordu. Là, je parle en 8$ canadiens. Ça se peut que selon votre région du monde, ça soit légèrement différent. Mais le forfait distordu, bref, lui, encore une fois, rabais sur la boutique de 20%, accès au serveur Discord, mais en plus, c'est le forfait avec les exclusivités. Donc, le contenu bonus qu'on crée, les after-shows, tout ça, l'épisode secret. Donc, encore une fois, merci à nos membres Patreon. Merci de nous encourager. C'est entre autres grâce à ça qu'on peut continuer de faire le podcast, de continuer nos projets, de continuer de travailler avec notre monteur et tout ça. Donc, un gros merci à nos membres
membres Patreon. Et un gros merci à nos auditeurs aussi d'être toujours là avec nous. Merci à nos nouveaux auditeurs aussi. Il y en a plusieurs qui se sont joints à nous au courant de l'été. Absolument, absolument. Puis on est toujours content, en fait, quand des nouvelles personnes s'ajoutent dans notre grande communauté de Distordus. On dirait que la famille s'agrandit, puis c'est le fun. Hein? Plus on est de fous, plus on rit, puis ça... je trouve que ça démontre, en fait, aussi l'intérêt envers le true crime qui n'arrête pas non plus, hein, même au niveau du podcast. Le podcast True Crime, je parle juste au Québec. Est en ébullition. Ça n'a pas de sens, là, comment il y a différents d'autres joueurs que nous qui sont là, puis c'est génial aussi. Là. Donc, tout ce monde-là font en sorte que la communauté, elle est vivante, elle est active et hyper dynamique. Donc, merci à tout ce monde-là. Yes. Et pour aborder cette saison-là, Seb, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Oh oui, on boit un super cadeau qui nous a été offert par Fred du vignoble du Mouton Noir. Elle, en fait, elle a développé son propre Sizzler, en fait, sa boisson alcoolique pétillante. Qui est faite à base de raisins aromatisés. Donc, on va dire plus boisson alcoolisée, je pense, hein, Seb? Oui, mais c'est écrit vraiment alcoolique sur le... Vrai? Oui, c'est donc bien drôle. Parce que même moi, je l'avais corrigé pour mon correcteur aussi, et c'est bien écrit boisson alcoolique. Donc ça doit être la bonne terminologie, j'imagine. Et là, on boit en ce moment, Émile, on boit la Charlie de Le Brouteux, qui est à l'orange et au cassis, en fait, 6% d'alcool. C'est un bon petit vin, si on veut, un vin pétillant. C'est excellent, donc je vous encourage à aller visiter le vignoble du Mouton Noir, et souvent sont disponibles là, dans les épiceries et boutiques spécialisées de bière. Là. Je sais qu'à travers le Québec, ils sont un peu partout. Donc voilà, merci beaucoup Fred pour le beau cadeau. Oui, qui nous a livré ça en main propre. Oui, exactement. Donc, shout-out à toi, Fred, de continuer ton bon travail. Aussi, on a un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast. On en a encore, il semble-t-il, après 5 ans. Il y a encore des gens qui nous donnent des bonnes reviews. Merci encore. Celui-là nous vient de Miss Trudel, qui nous dit « Ma conjointe et moi écoutons Distorsion en direct sur notre paddleboard. Oui. C'est devenu notre incontournable sur la rivière. Continuez comme ça, on est accro. En espérant que vous n'allez pas faire une chute en raison d'un saut ou d'une frousse que vous avez sur le paddleboard. » Merci beaucoup. Yes. On a un gros after show après cet épisode-ci. De guys, ça va être un épisode quand même assez chargé. Moi et Seb, on a fait énormément de reviews. On va analyser beaucoup de vidéos. On va analyser de l'audio aussi dans cet épisode-là parce qu'il y a énormément de preuves numériques. Mais en after show, on va parler d'autres cas, entre autres le cas des meurtres de Delphi. D'autres cas, en fait, où le tueur a été capté sur des caméras, mais qu'il n'a jamais été arrêté, puis que le crime est toujours resté irrésolu. Donc, on va revenir sur le meurtre de double meurtre à Delphi, où il y a énormément d'infos qui sont sorties dans la dernière année. On a fait un épisode là-dessus, évidemment, mais on n'avait pas encore couvert les updates de la dernière année. Exact. Et aussi, on va parler d'un cas dont on n'a jamais parlé, qui est le cas de Missy Beavers, en fait, qui est une entraîneur de fitness, elle aussi, qui s'est fait assassiner avant de donner son cours dans une église. Et puis, encore une fois, le tueur a été filmé à quelques reprises. Il y a plein d'images disponibles de lui, mais on est incapable de l'attraper. Donc, on va parler de ces deux cas-là dans l'after show. Donc, ne manquez pas ça. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ce premier épisode de notre saison 8? Oui. C'est parti. Yeah. Certains mystères, Seb, sont clairement inexplicables, surtout quand il est question de morts suspectes. Souvent, les mystères résident lorsqu'on n'a aucune preuve, par exemple, un meurtre sans témoin, sans preuve solide à l'appui, ou encore des alibis qui sont non vérifiables, qui sont impossibles à confirmer. Mais dans le cas d'aujourd'hui, c'est tout le contraire. On sait exactement ce qui est arrivé, à quelle heure, on a des preuves solides à l'appui, on connaît toutes les circonstances du crime. Cependant, le mystère entourant le mobile et le coupable du meurtre d'Elisabeth Barraza demeure entier. Et cela est encore plus déchirant lorsque la victime est une personne de grand cœur, généreuse et aimable, comme c'était le cas d'Elisabeth, qui était impliquée dans plusieurs grandes œuvres de charité.
On va vous faire, pour commencer, toute la chronologie des événements et par la suite, on va analyser les différentes preuves et aussi les différentes hypothèses. Mais je vous lance tranquillement là, dans la timeline de l'événement pour que vous ayez une compréhension de ce qui est arrivé, parce que tout ça est arrivé dans un délai très court. Ouais. Nous sommes le 25 janvier 2019 dans la ville de Tomball, au Texas, aux États-Unis. On est en janvier. Au Texas, évidemment, on n'a pas les hivers qu'on a au Québec, Non, mais c'est quand même une température un peu froide. C'est-à-dire qu'en janvier, dans cette région-là du Texas, tu portes quand même une petite veste ou un petit chandail chaud. Là. C'est l'automne, c'est le même genre d'automne que nous, on a. Ça ressemble un peu à l'automne, oui, québécois. Là. Tomball, c'est une petite ville d'environ 12 000 habitants dans le comté de Harris, près de Houston, qui est une très grande ville. Contrairement à Houston, Tomball est vraiment plus rural. Certains endroits rappellent des petits villages western, là, même là, des films western des années 70, avec des antiquaires et des bars un peu dans le style saloon. Il s'agit vraiment d'un endroit très paisible où bien des gens se connaissent et où les crimes se font très rares. Cependant, Houston, elle, est une des villes américaines les plus criminalisées. Donc, il arrive parfois que la racaille s'étende jusqu'en banlieue, si on veut le dire. Ouais. En cette journée du 25 janvier 2019, vers 6 heures du matin, un vendredi, le couple formé de Sergio et Elisabeth Barazza, âgés dans la fin vingtaine et début trentaine dans le cas de Sergio, est affairé à préparer leur journée. Sergio, qui travaille dans une entreprise de plancher, se prépare à partir au travail, alors qu'Elisabeth prépare la cour au devant de la maison car ce jour-là, elle tient une vente de garage pour se débarrasser d'articles qu'elle n'utilise plus. Le couple habite sur Cedar Walk Drive, qui est une rue de banlieue très typique, avec des maisons qui se ressemblent toutes, avec des gros garages, beaucoup de pick-up, beaucoup de SUV. Il s'agit d'un quartier très tranquille où il y a très peu d'action. Elisabeth commence sa vente de garage très tôt et déjà à 6h30, elle installe les tables à l'extérieur, dans l'entrée, et commence à sortir des objets de la maison. Le couple n'a pas d'enfants, je tiens juste à le préciser. Ouais. Ils ont un petit chien, par contre. Donc, à 6h du matin, ils sont pas dans une routine garderie ou autre. Ouais, ils ont toute la vie devant eux. Grande fan de Star Wars, elle met en vente ce jour-là un gros casque de Stormtroopers blanc qui risque fort bien de faire beaucoup d'envieux. Aux environs des mêmes heures, son mari, Sergio, quitte le domicile en voiture pour se diriger au travail. Elisabeth reste à l'extérieur de la maison et s'affaire à préparer la vente de garage. Quelques minutes avant 7 heures du matin, Candy Ellis, une voisine qui habite tout près, entend 4 coups de feu subitement tirés dans le voisinage. 3 coups de feu là, très rapprochés l'un de l'autre et un 4e tiré quelques secondes plus tard. Peu habituée à entendre des coups de feu dans le quartier, la dame ne perd pas de temps et compose le 911 là, totalement apeurée. Lorsque les secours arrivent dans la cour de la maison sur Cedar Walk, ils découvrent Elisabeth Barazza gisant au sol dans un piteux état, atteinte de multiples projectiles, dont 3 au torse et 1 à la tête. La scène est horrifiante. Les secours l'amènent tout de suite à l'hôpital Hermann Memorial et alertent son conjoint Sergio qui les rejoint peu de temps après. Le lendemain matin, le 26 janvier 2019, Elisabeth succombe à ses blessures à l'hôpital et elle était âgée de 29 ans seulement. Donc c'est assez troublant les circonstances de ce meurtre-là, en plein jour, en banlieue de Houston. Une famille sans histoire. Oui, c'est ça, une famille sans histoire, aucunement mêlée. Évidemment, on va creuser là, au cours de l'épisode, mais vraiment, tout ça laisse croire à un drôle de scénario. On va aussi, vous allez voir, on va analyser les preuves aussi de la manière dont elle a été tuée. C'est assez particulier aussi. Là. Ce matin-là, il semblerait... Elisabeth, on va en parler un petit peu plus tard, elle travaille pour une compagnie de pétrole, en fait, comme bien des gens dans ces petites villes-là surtout à Houston, du Texas, oui.
Puis il semblerait que ce matin-là, elle ait annoncé justement à ses supérieurs qu'elle ne se présenterait pas au travail, mais elle l'aurait pas fait plusieurs jours avant. Elle l'aurait fait le matin même. Comme si tout ça s'était orchestré un peu à la dernière minute. Puis il faut pas oublier de ce que j'ai lu aussi sur certains forums de discussion, beaucoup de ces compagnies-là de pétrole ont un horaire, je crois que tu fais du 10 jours en ligne, après tu as un certain nombre de congés, je crois 4 ou 5 jours. Ça fait en sorte que presque la moitié de la ville a congé le vendredi. Donc c'est ça qui explique qu'elle faisait sa vente de garage un vendredi, un jour où habituellement le commun des Nord-Américains est au travail. Avant d'aller plus loin dans l'enquête, Émile, revenons un peu plus sur le couple Sergio-Elisabeth et sur les événements qui ont mené au 25 janvier 2019. Elisabeth a grandi dans la ville de Spring, au Texas, et est allée à l'école secondaire Klein Collins. Elle a toujours été une grande fan de culture geek, elle adorait les univers d'Harry Potter et de Star Wars. Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'on fait ce genre de commentaires en lien avec une victime, Émile, mais elle aurait été probablement une distordue si elle nous avait connus. Oui. Avant d'être son mari, Sergio Barazza était un de ses meilleurs amis. L'un et l'autre se respectaient énormément comme personne et avaient les mêmes passions pour les univers geeks. Ensemble, ils participent à des conventions dans le style Comic-Con, où ils se costument en personnages de Star Wars ou d'Harry Potter. Ils sont aussi d'ailleurs membres d'un groupe nommé l'Escouade 501, qui est un groupe de passionnés de Star Wars qui se déguisent en Stormtrooper dans le but d'aller visiter des enfants malades à l'hôpital et de leur redonner le sourire. C'est vraiment gentil là, de donner son temps là, pour faire ça. Là. J'ai vu plusieurs images de ce groupe-là qui semble être un groupe quand même populaire dans l'univers de Star Wars, mais moi je suis pas près de cet univers-là. J'aime bien Star Wars, mais je suis pas le fan le plus fini. Mais c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ils ont des costumes quand même assez élaborés. Ils vont faire des genres de marche impériale dans l'hôpital avec de la musique, tout le monde déguisé. Donc c'est vraiment cool ce qu'ils font là. Ah oui, c'est de la bienveillance pure. Oui. Le couple était très impliqué dans des actions de charité comme ça. Il avait vraiment à cœur le bien-être des autres. Elisabeth était aussi très impliquée avec la fondation Make-A-Wish, qui est le pendant américain de Rêve d'enfant, au Québec du moins. Là. Elisabeth avait d'ailleurs signé tous les papiers nécessaires pour faire des dons d'organes advenant un accident. En dehors de ses passions, Elisabeth travaille comme rapporteuse analytique pour une entreprise de pétrole au Texas, comme tu nous disais. Là. Oui, apparemment le Rosen Group, que je ne connais pas particulièrement. Oui, exact, moi non plus. Sa relation avec Sergio devient sérieuse et le couple décide de se marier en 2014. Ils filent le parfait bonheur, des amis témoignent n'avoir jamais entendu l'un parler en mal de l'autre. Ils semblaient même être un peu le couple modèle, heureux dans leur cercle d'amis. Ils n'ont pas d'enfants, du moins pas pour l'instant, mais sont tout de même les parents d'un petit chien qu'ils ont adopté ensemble. 2 ans après leur mariage, en 2016, ils décident de réunir leurs économies et d'acheter une maison, la maison en fait de Cedar Walk Drive, une grande demeure de 2600 pieds carrés. C'est quand même une bonne grosse maison. Ils vont d'ailleurs fièrement publier une photo sur leur compte Instagram pour souligner l'événement, avec une description touchante, soulignant tous les efforts qu'ils ont dû réaliser pour se permettre d'acheter ce type de propriété. En 2019, le couple célébrait ses 5 ans de mariage, et pour souligner le tout, ils souhaitent organiser un voyage de rêve, pour combler tous leurs besoins de geek en visitant le nouveau parc thématique Harry Potter World, qui est à Orlando, en Floride. Ce qui semble assez impressionnant comme parc. Là. Ah oui, moi c'est le genre de truc que j'aimerais aller visiter. Pour les aider à mieux absorber leurs dépenses, ils décident d'organiser une vente de garage 2 jours avant leur départ afin de vendre quelques objets divers. Puisqu'ils sont un peu à la dernière minute, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire la promotion de leur événement. Seuls des membres de la famille, de leurs amis et du voisinage sont au courant. Ils n'ont pas trop le choix de tenir leur vente le vendredi, puisque le samedi, ils seront en préparation de leur voyage prévu le lendemain, soit le dimanche. Il semblerait aussi qu'Elisabeth avait l'habitude de tenir ces ventes de garage-là là, à chaque année. Même, il existe des applications que moi, j'en ai pas, là, mais qui te fait spotter les ventes de garage. Puis, il y a bien des antiquaires, par exemple, qui vont les courir. Là. Puis, il semblait que, justement, Elisabeth, généralement, inscrivait ses trucs sur ses ventes de garage, sur ces applications-là, et avait l'habitude de le faire à chaque année, puis c'était quand même des grosses ventes de garage. Mais celle-ci, comme tu dis, ne semblait pas avoir eu la même promotion que les années précédentes. Oui, on dirait que ça a été fait sur un coup de tête, entre guillemets.
vraiment dernière minute dans leur planif, comme ils devaient chercher des solutions pour avoir de l'argent, j'ai l'impression, pour leur voyage, puis ils ont un peu peut-être pris un shortcut pour la vente de garage, là, j'ai l'impression. Le matin du 25 janvier, les choses vont se passer assez rapidement. Sergio, le mari d'Elizabeth, a quitté leur maison vers 6h48 du matin là, pour aller probablement sur un chantier de parqueterie. Il se rendait sur son lieu de travail où il installe des tapis. Quelques minutes après le départ de Sergio, un mystérieux individu s'est garé de l'autre côté de la rue, dans ce quartier tranquille de banlieue. Cependant, le véhicule avait été vu circulant dans le quartier auparavant, mais ça, on va en revenir. Ouais. Selon son père, Elizabeth était bien prête pour son voyage. Sa valise d'anniversaire était faite, elle était prête à passer la porte et à s'envoler, disait le père d'Elizabeth. Quelque part entre 6h50 et 7h, c'est là que les coups de feu se font entendre. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et trouvent Elizabeth Barraza allongée dans l'allée de sa maison, ayant reçu 4 balles, 3 dans la poitrine et 1 dans la tête. Elle est envoyée par hélicoptère sanitaire au Memorial Hermann Hospital, le même hôpital où elle avait passé des heures à faire du bénévolat avec la Légion le 501, pour tenter d'égayer l'esprit des enfants malades. Là-bas, quelques heures plus tard, elle a succombé à ses blessures. L'enquête sur la mort d'Elizabeth est menée par le bureau du shérif du comté de Harris qui se rend sur les lieux du crime le jour même. Là, ils ont bouclé la zone autour de la scène de crime pendant plusieurs heures et ont interrogé Sergio, le mari d'Elizabeth, à l'intérieur de leur maison. Ils ont également commencé à interroger les proches du couple en émettant la théorie que le tueur pourrait être quelqu'un qu'Elizabeth ou même son mari connaissait. C'est souvent ça, dans les premiers jours, on surveille les relations proches parce que les statistiques sont là pour le dire. Exact. S'adressant à la presse, le lieutenant Jeff Stauber du comté de Harris a déclaré « Notre victime était allongée dans l'allée avec de multiples blessures par balle. Cela me semble un scénario très délibéré, a-t-il dit. » Un inspecteur de la brigade criminelle du comté de Harris, Michael Ritchie, a lui aussi déclaré « C'était très rapide, très calculé, de sang-froid, si on regarde la façon dont ça a été commis. Je crois que plus d'une personne était impliquée dans cette affaire, et je crois que des gens soupçonnent que quelqu'un qu'ils connaissaient pourrait être impliqué aussi dans cette affaire. » Cependant, lorsque les policiers ont commencé leur enquête, ils ont eu bien du mal à identifier un motif potentiel lié à Elizabeth ou même Sergio. On l'a dit, presque tous ceux qui connaissent le couple les décrivaient comme des gens normaux et décrivaient Elizabeth particulièrement comme une personne très gentille, attentionnée, qui s'occupait beaucoup des autres, qui était très généreuse. Pas le genre de personne qu'on s'attendrait à voir impliquée dans une histoire comme celle-ci, à quelque titre que ce soit. Bizarrement, écoute bien ça, Seb, aucune douille n'a été trouvée sur la scène de crime. Ça, c'est weird. Oui, mais ce qui a conduit les enquêteurs à penser que l'arme utilisée devait être un revolver. Tu sais, un revolver. Pourquoi ça? Ouais, c'est ça que parce que la douille reste à l'intérieur du baril, en fait. Puis tu le vides toi-même. OK. Tandis qu'un pistolet automatique, un 9 mm, par exemple, ben la douille est éjectée à chaque coup. Là. OK, je comprends. Donc, ça donne déjà un bon indice sur l'arme du crime parce que ça se passe très rapidement. Le tueur n'a pas le temps là, de fouiller par terre pour ses douilles, puis il n'y en a aucune qui a été retrouvée. Donc, manifestement, ça devait être un revolver. Cependant, cela s'est avéré être l'un des principaux obstacles à l'enquête. Le coupable n'ayant laissé derrière lui presque aucune preuve médico-légale. Pas de douille, pas d'ADN, pas de fibres capillaires, rien du tout. Au cours des 2 dernières années, il a été rapporté que le tireur avait remis un objet à Elizabeth avant de l'abattre. Un objet qui aurait été retrouvé sur la scène de crime et qui pourrait ou non être une note. Les enquêteurs n'ont jamais parlé publiquement de cette rumeur, qui n'a donc jamais été confirmée, mais il pourrait s'agir d'un aspect de l'enquête que les autorités ne divulguent pas, car il s'agit d'une info que seul le tueur peut savoir. Et ça va être aussi important dans ce dossier-ci, c'est qu'il y a beaucoup d'infos que j'ai l'impression que les enquêteurs gardent pour eux et ne divulguent pas là, au public. Ouais. La famille, les proches et les enquêteurs sont sous le choc. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Le couple n'avait en apparence aucun ennemi. Ils vivaient une vie bien tranquille et au contraire, ils apportaient beaucoup plus de joie et d'amour à leurs entourages que le contraire. Personne n'avait vraiment de raison de leur en vouloir.
Ils vont donc devoir étendre leurs recherches au-delà des connaissances du couple et vont devoir se tourner sur les preuves numériques pour pouvoir avancer. Puisque nous sommes en 2019 à cette époque-là, mon cher Seb, il y a des fortes chances que des caméras de surveillance aient filmé des choses là, d'intérêt dans le quartier. Oui, c'est oui. une banlieue quand même en moyen, donc Oui, souvent les gens ont des caméras ou autres là, d'installer. Puisque le quartier est résidentiel, on ne trouve pas un grand nombre de caméras de surveillance là, comparé à un quartier commercial, par exemple. Cependant, nous sommes à cette époque à l'émergence des maisons intelligentes et des sonnettes, entre autres, avec des caméras intégrées. Et vivement la banlieue américaine, il y en a quelques-unes sur Cedar Walk Drive. Et Seb, tiens, explique-nous donc un peu comment ça fonctionne, là, ces sonnettes intelligentes, là, puis comment dire, l'émergence de la compagnie Ring, entre autres. Puis après, moi, j'ai une petite expérience aussi avec ce type de sonnette-là, je vous en parlerai un peu. Oui, ben les sonnettes intelligentes ou la sonnette Ring qui appartient maintenant à Amazon, qui est extrêmement populaire, mais il y a Google qui en font aussi. Oui, avec le Nest. Hein. Exactement. Il y a Blink, il y a Lorex. Il y en a vraiment plusieurs, mais ils ont tous à peu près le mode de fonctionnement, en fait. Ils sont toujours dotés d'une caméra, d'un microphone et d'un capteur de mouvement pour capter les mouvements. Ils se connectent à votre Wi-Fi, donc il faut absolument avoir Internet, évidemment, pour avoir ce type de sonnette-là. Puis pour la brancher, c'est soit qu'il y a une petite batterie à l'intérieur et vous l'installez tout simplement si vous n'aviez pas de sonnette au préalable. Sinon, vous pouvez même le brancher sur le petit circuit électrique de votre ancienne sonnette et ça permet de la fournir en courant. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de changer la batterie, donc recharger la batterie, donc ce qui permet de ne pas avoir de temps de pause de surveillance. Les deux modèles sont disponibles. Puis ce que ça fait, en fait, généralement, c'est qu'il y a de l'audio bidirectionnel. Hein. Vous pouvez entendre ce qui se passe, mais vous aussi, vous pouvez communiquer avec la personne qui est devant. Vous avez des alertes qui sont activées par le mouvement. Sachez qu'il peut capter jusqu'à 9 mètres de distance. Quand même, c'est quand même une bonne portée, 9 mètres. Vous pouvez réduire aussi ce spectre-là parce que des gens qui habitent sur des rues très, très passantes, ça peut devenir un peu harassant là, à chaque fois que quelqu'un passe et tout ça, d'être notifié. Vous pouvez un peu configurer tout ça. Mais dans le fond, le système s'active parce qu'il roule un peu tout le temps, mais il commence à enregistrer généralement lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette ou qu'il y a une détection d'un mouvement, soit un humain, un animal, etc. Et là, il va automatiquement enregistrer cette séquence-là dans le cloud. En fait, il utilise votre Wi-Fi, la séquence vidéo, il va l'uploader sur votre compte et à partir de votre application, comme dans ce cas-ci l'application Ring, vous avez accès aux dernières vidéos qui ont été enregistrées. Par défaut, vous n'êtes pas obligé d'avoir un forfait aussi. Là. Vous pouvez juste acheter la sonnette. Par contre, vous avez moins d'historique, etc. Par défaut, vous pouvez reculer jusqu'à 60 jours d'historique avec le forfait de base. Ça va avoir l'utilité de tout ça. Mais globalement, ils ont à peu près tous le même mode de fonctionnement. Ça coûte 150-200$. Ça coûte presque rien. Je pense qu'il y a même des modèles encore moins chers que ça, là, qui permettent de prendre en compte tout le service. Sinon, si vous voulez aller un peu plus loin, ça peut être jumelé à d'autres outils de domotique là, de votre demeure. Là. Il peut y avoir d'autres types de caméras. Vous pouvez même, avec la sonnette Ring, si vous avez une serrure intelligente, vous pouvez la débarrer au livreur Amazon, par exemple. Exact. Qui dépose, ça, c'est quand même pratique, là, qui dépose votre paquet chez vous et qui referme la porte par la suite. Donc, tous ces mécanismes-là sont quand même intéressants, je vous dirais, pour éviter les vols de tout ça. Il y a même un service que Ring offre qui s'appelle Neighbors. Puis ça, c'est quand même intéressant. Je trouve qu'il peut vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans votre communauté, en fait. Hein. S'il y a un incendie ou une panne de courant, un animal disparu ou même qu'il y a des crimes à proximité, il y a une forme moi, je l'ai pas utilisé, là, mais il y a une forme de réseau social, si on veut, qui va vous aviser s'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est quand même intéressant au niveau de la communauté. Puis même de plus en plus, je sais que les services de police, en particulier aux États-Unis, mais même ici, là, ils utilisent tout ça automatiquement, que quelqu'un, ou presque, lorsqu'un crime est commis, vont aller chercher ces informations-là et où vont utiliser la fonction Neighbors aussi pour aviser l'entourage. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, les Sonnette Rings. Moi, j'en ai pas encore eu dans ma vie. On dirait que ça n'a pas donné. Là, en plus, j'habite dans un appartement loué. On dirait que ça me tente pas trop de faire toute cette installation-là. Mais toi, tu disais que tu avais une anecdote par rapport à ça. Ah oui, ben en fait, c'est mon voisin, en fait,
fait, dans notre copropriété, en fait, mon voisin copropriétaire en a installé une, lui, sur sa porte. Puis ça couvre aussi ma porte, bien évidemment. Puis c'était un réflexe avec la pandémie, hein, puis les nombreuses livraisons qu'on a qui se font laisser parfois sur le parquet et tout ça. Donc, nous, ça nous a permis de voir, parfois de détecter des trucs un peu louches qui arrivent autour. Là, quelqu'un qui va, un voisin mal intentionné qui vient jeter ses vidanges chez un autre voisin ou de quoi. Donc, on a vu plein de trucs un peu du genre. Moi, j'avais une voisine que je soupçonnais qui me volait mon journal que je me faisais livrer. Je me sens boomer comme je dis ça, mais je suis revenu. Ouais, je me suis réabonné au Devoir, en fait, cette année. Pour profiter des samedis matins, des fois, parfois relax avec une petite fille de 3 ans. C'est pas toujours le cas, mais bref. Puis cette voisine-là que je soupçonnais qui me volait mon journal, en fait, je l'ai vu ramasser le journal qui avait revolé sur le trottoir puis le mettre vraiment sur mon parquet au bon endroit. Donc, je la soupçonnais. Oui, c'est ça. Elle est plus gentille que je pensais, finalement. Mais oui, mais tu l'as bien décrit, je reviendrai pas sur la description, Seb, mais en gros, nous, en fait, il m'a partagé son accès sur la sonnette. Ça fonctionne par des alertes. C'est vraiment fait pour les livraisons, hein. C'est pas une caméra de surveillance à proprement dit. Non, le but, non. Tu peux y accéder en direct, tu peux regarder live qu'est-ce qui se passe. Puis justement, c'est quand il y a des gens qui passent devant, c'est activé ou pas selon les critères qu'on donne. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard aussi parce qu'il y a des hypothèses qui sont intéressantes par rapport à ça. Il se trouve que dans la rue d'Elisabeth et de Sergio, il y a quelques caméras de surveillance. Et il y en a une, et dans ce cas-ci, c'est pas une sonnette, mais on va revenir à une sonnette un petit peu plus tard, mais c'est vraiment une caméra de surveillance qui est installée près du toit, en fait, par un de ses voisins d'en face. Okay. Et cette caméra-là va tout filmer. Et ce qu'on peut y voir là, est à la fois incompréhensible et effrayant. Et là, on va analyser un peu la vidéo. La vidéo n'a pas vraiment de son, guys, donc c'est un petit peu plate. Là. Je vous la montrerai pas dans le podcast, mais vous allez voir plus tard, il y a une autre preuve avec de l'audio et celle-là, on va l'écouter. Mais tout d'abord, je vais vous la résumer le mieux que je peux. Là. Nous sommes tôt le matin, donc il fait encore un peu noir dans le quartier, du moins selon la caméra. Ça semble pas être une caméra de très haute qualité. Là. Une sonnette Ring aurait eu une plus haute qualité. Là. On voit un camion pick-up noir se garer juste en avant de la cour de la maison d'Elisabeth. Tout d'abord, le pick-up, il passe devant, il fait un genre de U-turn et il se gare devant la maison. On voit d'ailleurs la jeune femme qui est affairée, là, qui est en train d'installer des items sur une table dans sa cour pour la vente de garage. Donc, il est très tôt, elle installe ses choses et ça, on le voit de la caméra qui est située en face de la maison chez le voisin. On voit une personne par la suite sortir du pick-up. La personne marche quand même assez rapidement. Ça semble être une femme au premier coup d'œil parce que la personne porte de longs cheveux foncés et on dirait qu'elle porte une robe blanche aussi avec des genres de bottes, de hautes bottes blanches. Mais c'est quand même assez flou. Mais c'est sûr que c'est une robe. Mais il est tout de même possible que ce soit un homme déguisé en femme, par contre. Donc, le sexe n'est pas si clair à distinguer là, ici, là, mis à part les longs cheveux et les vêtements. C'est des habits qui semblent féminins. Par la suite, cette personne s'approche d'Elisabeth et elle a une courte conversation là, de quelques secondes avec elle, environ 5 secondes. Elle est à peu près à 1 pied ou 2 là, d'Elisabeth. Elle est très proche. Là. Les deux personnes se regardent et discutent, malgré qu'il n'y a pas de son. Là, on n'entend rien sur cette caméra-là, en fait. Subitement, l'étrange visiteur sort une arme à feu, ce qui semble être un pistolet, et tire froidement 3 coups de feu à bout portant à la poitrine d'Elisabeth. Et il tire à une main, ça je tiens à le préciser. Il tire à une main de manière très directe. Elisabeth s'effondre au sol et par la suite, et là c'est dur à regarder, la personne s'avance carrément là, vraiment là, devant elle qui est au sol très proactivement et tire un dernier coup de feu à la tête de la jeune femme. Avant de prendre la fuite et courir très rapidement là, d'une manière très droite, là, un sprint, là, et de monter à bord du pick-up, mais du côté conducteur. Donc, il semblerait qu'il y ait une personne, du moins, dans cette scène-là, du côté de l'assaillant. Et là, la caméra du voisin filme aussi le camion sortir de la rue, là, sortir du cadre vers la gauche, le camion qui file à toute allure. Là. Puis, c'est hallucinant comme ça de voir une exécution en plein jour.
Il est 6 heures du matin dans un quartier résidentiel. C'est sûr qu'il va y avoir des témoins à quelque part. Là. Et il y a un témoin, en fait, qui a vu ça. Il y a quelqu'un qui a vu ça. Il y a une dame, Candy Ellis, on en a parlé plus tôt, elle a entendu des coups de feu, elle a appelé les urgences, mais il y a un autre témoin, un voisin d'en face, qui a aussi vu ça. Et lui a été complètement jeté par terre par la violence de l'action. Là. Ça n'a juste aucun sens. Toi, Sam, qu'est-ce qui te frappe le plus dans cette vidéo-là? Ce qui me frappe le plus, on dirait, Émile, c'est que, bien que visuellement, c'est vrai qu'on dirait une femme là, qui se présente devant Élisabeth. Ceci dit, la manière dont elle est assassinée, là, puis quand on regarde le non-verbal, on dirait vraiment un homme. Là. Juste de la manière qu'il tient l'arme, qu'il court, la démarche. Il y a quand même quelque chose qui différencie généralement là, les hommes et les femmes par rapport à ça. Il y a la façon aussi qui aborde Élisabeth d'une façon très, très directe aussi. Oui, il s'arrête devant elle, très formel, comme s'il y avait un message à livrer. Là. Exactement. On dirait aussi qu'il y a une certaine forme d'assurance dans la manière dont il se comporte, comme s'il avait déjà fait ça, parce que ça se passe tellement vite. Il l'assassine vraiment dans un style d'exécution avec une grande confiance, en ayant la conscience vraiment là, de terminer le travail, là, en l'achevant d'une balle dans la tête, là, après les 3 balles au thorax. Là. Ça, il n'y a rien de plus, exécution. Oui, exactement, là, ça part. Là. Et aussi, en regardant la manière dont il court vers la voiture, on dirait encore une fois un pas de course masculin, très nerveux et rapide. Ça m'amène aussi à penser qu'il s'agit peut-être d'un homme qui s'est déguisé en femme, avec une robe et une perruque là, pour justement peut-être éviter des soupçons. Là. Certains internautes ont même fait référence que l'habit de l'assaillant rappelle celui de la princesse Léa dans Star Wars, avec sa robe blanche et ses bottes blanches très hautes. C'est vrai. Puis je dois avouer que moi aussi, on dirait que même avant de voir les théories, quand je l'ai vu, puis sachant qu'il trippe sur Star Wars, moi aussi, le premier truc, c'est drôle, on dirait la princesse Léa, ou du moins le costume de la princesse Léa. Là. Ceci dit, la princesse Léa a rarement les cheveux détachés. Ah oui. Moi, c'est juste au niveau de la robe avec les bottes, là. Et aussi, un autre point que j'ai remarqué en regardant la vidéo, c'est comment le tout avait l'air planifié. Là. Le tueur surgit 5 minutes seulement après que Sergio soit parti au travail. Et puis même si je vais encore plus loin, dans une journée typique de semaine, Élisabeth serait elle aussi partie au travail en même temps que son mari. Donc le tueur n'aurait pas eu le champ libre autant que ce jour-là, là, puisqu'elle organisait sa vente de garage. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est possible que le tueur était au courant de la vente de garage et qu'il ait choisi ce jour-là, sachant qu'elle serait seule à la maison? C'est la grosse question. Ouais. Puis en même temps, il a été très chanceux de pouvoir s'enfuir comme ça parce que assassiner quelqu'un gratuitement en plein jour à une vente de garage, on s'entend que c'est un plan très, très risqué, là. Même s'il était tôt. Oui. C'est vrai qu'à 7 heures le matin, veut pas, la vie est moins un peu active dehors, mais quand même, là, je trouve que c'est extrêmement risqué. Toi, Émile, qu'est-ce que tu en as pensé de la vidéo? Ben, de mon côté, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il s'agit possiblement d'un homme sur la vidéo. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Mais ce qui me chicote un peu, c'est la courte conversation qu'ils ont eue avant que la personne tire. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire dans ces 5 secondes-là? Là? S'il s'agissait d'un tueur à gages, par exemple, il n'aurait pas pris le temps de discuter. Il n'aurait fait là, que s'assurer que ce soit la bonne personne et lui demande son nom. C'est peut-être ce qu'il fait, d'ailleurs. Oui. Et après, il aurait tiré probablement un coup à la tête directement. Je me suis même dit que si c'était un tueur à gages, est-ce possible qu'il devait aussi lui transmettre un message avant de l'assassiner, ce qui expliquerait la conversation de 5 secondes. Puis ce qui est bizarre aussi, c'est à quel point cette personne n'a aucun scrupule à abattre une personne dans un quartier résidentiel, dans sa propre cour comme ça. Là. Donc il s'agit sans doute de quelqu'un qui habite pas dans le voisinage, sans quoi ce serait assez simple de le reconnaître. Là. Aussi, je suis pas prêt à dire qu'il s'agit d'un pro. Je lisais beaucoup sur Internet que c'est un professionnel, c'est un hitman, parce que j'ai pas d'immenses connaissances en tir d'armes à feu. Là. J'ai seulement tiré des armes de chasse, alors qu'ici c'est clairement un revolver. Mais bref, avoir le non-verbal, la manière dont l'arme est maîtrisée avec assurance, sans que le reste du corps bouge, c'est clairement quelqu'un qui a de l'expérience avec des armes à feu qui sont entre autres là, légales au Texas en passant. Là. Donc la personne
personne tire à une main un revolver, la main bien droite. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus un style masculin de tir qu'un tir féminin, surtout un revolver. Moi-même, j'aurais tendance à tirer à deux mains, là, mais lui, il a l'air d'avoir une assez grande aisance. Mais en fait, je serais presque prêt à dire que la personne a peut-être même des expériences en meurtre, vu son assurance et sa technique. Puis aussi, selon moi, le meurtrier était seul, du moins sur les lieux du crime, ce qui est un peu contradictoire avec ce que les policiers croyaient tout à l'heure. Mais on le voit clairement revenir dans le camion du côté conducteur. Il semble pas avoir personne d'autre dans le camion à ce moment-là. Donc, mais par contre, j'ai l'impression que c'est un pro... Pas forcément un pro professionnel tueur à gages, parce qu'en même temps, il a laissé plein d'autres. Il s'est laissé filmer comme ça. Il a fait d'autres erreurs, on dirait. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui a peut-être de l'expérience en armes à feu, mais pas forcément en grande criminalité. Là, Mais en même temps, il a bien réussi son coup. Il n'a pas laissé d'ADN, il n'a pas laissé rien. Il est déguisé. On n'est même pas capable de le reconnaître. Là, tout à fait. Rappelons-nous, à la fin de la vidéo, on voit le camion filer à toute vitesse dans la rue résidentielle, de Cedar Walk. Puis quand j'ai Google mappé l'adresse de la maison, je me suis rendu compte à quel point la rue est située très près d'une route principale, un boulevard qui est le Quickandle Road, qui elle-même mène directement à l'autoroute 99, donc qui est une bonne porte de sortie de la ville de Tomball. Donc, d'une certaine façon, le quartier d'Elizabeth permettait une fuite assez rapide après le meurtre en permettant un accès à des grandes routes. Au cours des jours suivants, d'autres images vont faire surface, créant encore plus de mystère autour du fameux pick-up noir et de son conducteur meurtrier. Les enquêteurs ne trouvent aucun témoin qui aurait vu le meurtrier en action ou encore en déplacement dans le voisinage. Il écarte bien sûr Sergio de la liste des suspects potentiels car il était parti au travail, mais on sait qu'ils n'ont pas le choix de le considérer même si leur couple allait bien. Je le prendrais pas personnel, moi aussi, si ça arrivait. Des fois, je me dis, j'irais voir les policiers puis je leur dirais, écoutez, épluchez ma vie, faites ce que vous voulez. Ben oui, exact. Quand t'as rien à te reprocher en plus, puis tu comprends leur travail et tout ça, puis même tu veux justement qu'ils enquêtent pour trouver qui a fait ça. Tu veux les aider. Tu veux t'écarter le plus rapidement possible, surtout. Exact. En l'espace de 5 heures, ils vont dévoiler une partie de la vidéo de surveillance dans l'espoir que des gens du public reconnaissent le camion et l'individu. Ils vont donc faire le tour du quartier à la recherche de d'autres caméras de surveillance. Une autre caméra installée chez un autre voisin de la rue Cedar Walk va elle aussi révéler des détails troublants. On y voit passer le camion noir dans la rue la veille du meurtre et aussi quelques minutes avant le meurtre le 25 janvier au matin, ce qui indique que le tout était bien planifié. Peut-être que le meurtrier attendait simplement que Sergio parte avant d'agir ou, dans le cas où il s'agissait d'une fusillade aléatoire, peut-être cherchait-il tout simplement une victime seule ce matin-là.
On dirait que ça, moi, j'ai l'impression que c'est pas du scoring ou j'ai l'impression que c'est pas un meurtre aléatoire, selon moi. Moi non j'ai plus. l'impression qu'elle a été clairement ciblée. Oh là. oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est un peu ça à quoi je faisais une référence. Tu sais, on va en parler un peu dans les secondes qui suivent, mais il a été vu sur d'autres caméras de surveillance, ce camion-là. Tu sais, ce qui montre un peu... La planification. oui, mais un manque de technique à quelque part. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, il n'a pas prévu ça. Oui, il aurait pu utiliser une autre voiture, y aller à pied, puis pas déguisé. Là, il aurait pu, malgré tout à ça, fait. Ça, il aurait pu quasiment plus être plus reconnu. Mais bref, oui, il aurait pu être plus prudent. On y voit aussi passer le camion quelques minutes après le meurtre, alors qu'il revient voir la scène de crime, comme pour s'assurer que la victime était toujours au sol. Ce qui est encore très risqué pour quelqu'un qui vient d'assassiner quelqu'un en plein jour. C'est encore une fois un élément qui pourrait pointer vers la théorie du tueur à gages, comme s'il revenait confirmer que le boulot était bel et bien accompli au complet. Oui, c'est clair. Ils vont toutefois en apprendre un peu plus sur le camion noir en question et vont réussir à identifier le modèle. Il s'agirait d'un Nissan Frontier Pro 4X de couleur foncée. Le modèle Pro 4X est reconnaissable en raison d'un gros autocollant qu'on remarque là, sur le côté du camion que la police a pu distinguer sur les images granuleuses de la caméra. D'après les images, la police pense qu'il s'agit d'un modèle 2013 ou un peu plus récent à 4 portes. Selon eux, le public peut réussir à identifier le camion car les Nissan Frontier ne sont pas très courants dans la région. La plupart des camions du coin dans la région de Houston, du moins, sont des Ford ou des Chevrolet. Ce qui est plus patriotique, en fait, parce qu'un Nissan, c'est japonais. Exact. Donc, les Américains ont tendance à être plus patriotiques sur leur achat de voitures. Des images de camions vont être diffusées au public encore une fois en espérant que des témoins se manifestent et le signalent. Plusieurs signalements vont être envoyés aux enquêteurs, cependant, aucun d'entre eux ne va porter fruit. Lors d'une conférence de presse tenue quelques jours après le meurtre, Houston Crime Stopper a annoncé une récompense de 20 000 pour toute information menant à l'arrestation de l'assassin d'Elizabeth. Cette information avait été recueillie par ses amis et ses camarades cosplayers de la 501e Légion de Star Wars. Lors de cette conférence de presse, les enquêteurs et les membres de la famille d'Elizabeth se sont également adressés à la presse dans un forum public pour la première fois, dans le but de manifester leur tristesse et leur incompréhension. Éventuellement, grâce au sociofinancement, le montant de 20 000 sera élevé à 50 000 $ pour quiconque peut fournir d'informations pertinentes en lien avec le crime. Des gens de partout se sont identifiés à elle, des membres de la communauté de Star Wars, des gens du milieu du cosplay. Elle a vraiment su toucher le cœur des internautes, qui ont tout fait en leur pouvoir pour aider les recherches et qui font encore tout en leur pouvoir encore aujourd'hui. Des centaines d'appels vont être reçus par les enquêteurs. Ceci dit, aucun nouveau développement concret n'aboutira jusqu'ici. C'est hallucinant, ça. Moi, j'ai vu aussi des internautes. Écoutez, le Nissan Frontier Pro 4X, c'est quand même un modèle un peu particulier de ce camion-là. C'est-à-dire que c'est un modèle, je pense, assez élevé, de sorte que tu peux facilement réduire le nombre de gens qui en ont acheté. Puis par la suite, eh bien, il y en a qui ont fait des demandes d'accès à l'information. Je ne sais pas à qui ils ont fait ça, je crois auprès du gouvernement ou de la société de l'automobile américaine. Puis ils ont retrouvé un certain nombre de voitures. Ils ont eu accès au nombre de Nissan Frontier Pro 4X disponibles ou en circulation dans la région de Houston. Donc, à partir de ça, il y a plein d'internautes qui ont tenté de faire des liens et malgré tout, il n'y a rien qui est sorti de tout ça. C'est vraiment, vraiment surprenant, ça. Parce que c'est pas une voiture commune. Hein, Non, exact. Mais effectivement, c'est drôle. Puis c'est drôle de la voir sur les caméras de surveillance la veille en plus. Pourquoi la personne n'a pas utilisé une voiture différente pour venir faire son repérage? C'est bizarre un peu. Oui, exact. Puis si ça avait été un camion volé, je pense qu'on l'aurait su aussi. Dans le sens que généralement, ils disent « la voiture qui a été utilisée pour le crime a été volée ». Dans ce cas-ci, ils ne l'ont jamais mentionné. Fait que techniquement, elle devrait appartenir au propriétaire. J'ai une petite théorie là-dessus qu'on va parler tout à l'heure. OK, intéressant. Une semaine après le meurtre, un vendredi soir, la famille et des proches d'Elizabeth ont décidé d'organiser une vigile en son honneur. Mais pas n'importe quel genre de vigile.
Au lieu de tenir des chandelles allumées, les invités avaient apporté des sabres laser lumineux ainsi que des baguettes magiques d'Harry Potter pour souligner les différentes passions d'Élisabeth. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui. C'est un bel hommage. La cour de sa maison où le crime s'est produit débordait d'amis, de familles et de voisins, et pour la première fois, le père et le mari d'Élisabeth ont pris la parole en public. Et là, je vous cite son père, Bob Newell. « L'important est de continuer à chercher justice pour Liz. » M. Newell a expliqué à la foule que sa fille était une donneuse d'organes enregistrée, qui, après sa mort, a sauvé la vie de 4 personnes en donnant son cœur, son foie et ses 2 reins. Ses cornées ont également été données à des patients souffrant de problèmes aux yeux. C'est phénoménal, ça. Ah oui, moi, ça m'a toujours fasciné, le transfert d'organes. Elle a été généreuse jusqu'à la toute fin. Oui, en fait. exact, t'as raison. Ma fille Liz a passé sa vie à guérir et à répandre de l'amour et de la joie à tous ceux qui l'entouraient, même à des parfaits inconnus, a déclaré la mère d'Élisabeth lors de cette soirée. Donc, c'est ça. Tu sais, quand on dit les meilleurs partent en premier, on dirait que dans ce cas-ci, je trouve que c'est ça cadre bien. Là. Ah non, c'est clair, un événement très triste pour la famille qui cherche des réponses alors que justement, on voit le meurtrier en action. Là, ça doit être très difficile de faire son deuil dans des moments comme ça. 2 ans plus tard, écoute bien ça, Seb, en janvier 2021, alors que l'enquête piétine, on n'a aucune nouvelle piste là, solide là, dans le cas de la mort d'Élisabeth. Mais il y a une nouvelle vidéo issue de ce fameux matin du 25 janvier 2019 qui va refaire surface. Les policiers la rendent publique afin de stimuler les recherches et de tenter de recevoir d'autres indices. Il n'est pas rare que les enquêteurs gardent certaines pièces à conviction pour plus tard, car le passage du temps provoque parfois des changements de comportement chez les criminels. Par exemple, après 2 ans sans avoir été attrapé, un meurtrier peut baisser sa garde, se croyant plus fort que les autorités, par exemple, et se confier à quelqu'un ou encore faire des erreurs. Il arrive aussi parfois là, que ces criminels sont en prison maintenant pour d'autres raisons, puis que certaines personnes maintenant ont tout intérêt à les dénoncer. Ces gens-là se font des ennemis si c'est des gens du milieu criminel. Exact. Donc ça se peut que parfois juste le passage du temps permette à ces gens-là de faire des erreurs ou à se confier. Et c'est sans doute ce qui explique les 2 années d'écart que les policiers ont pris avant de dévoiler cette nouvelle vidéo-là. Puis celle-là, Seb, elle est tirée d'une sonnette de type Ring qui était attachée à la porte de la maison des Barazza. Donc, 2 ans plus tard, on nous montre une vidéo qui est vraiment tirée de la sonnette de la maison d'Élisabeth. Donc ça, c'est assez hallucinant. Là. Elle est munie d'une caméra avec un grand angle, donc les choses sont un peu déformées. Elle fait environ un petit peu plus que 1 minute 40, 1 minute 50, et cette fois-ci, on a du son, ce qui rend cette vidéo encore plus terrifiante. On voit la rue Cedar Walk dans le coin gauche et on voit une forme humaine déplacer les objets. On devine qu'il s'agit d'Élisabeth. Sur le mur en face de la porte d'entrée, on voit un genre de crest au nom des Barazza, un peu comme un genre de truc chevaleresque. Là. Donc il n'y a aucun doute qu'on est chez eux. On voit soudainement le camion noir passer devant la maison, se retourner, revenir sur son chemin et se garer devant la cour d'Élisabeth. On voit clairement que le moteur tourne encore quand on l'entend en fond et on voit les phares toujours allumés lorsqu'une personne en sort. Le camion est garé exactement à la limite de ce qui est capté par la caméra de la sonnette, c'est-à-dire qu'on en distingue qu'une vague forme humaine en sortir et se diriger vers Élisabeth. Encore une fois, c'est une vidéo qui ne nous donne pas tant d'indices que ça, Seb, à cause du cadrage. On distingue vaguement la robe blanche, les cheveux longs de l'assaillant, mais on ne voit aucun détail du visage, comme si, encore une fois, tout était calculé en fonction de la position de la sonnette. C'est assez hallucinant. Ouais, c'est vrai. Lorsque la personne approche, on entend Élisabeth dire « morning » ou encore « good morning »,« bon matin ». Après, c'est pas trop clair. On ne sait pas précisément ce qui se dit dans la courte conversation, mais il y a beaucoup de spéculations sur Internet. Là. Puis je vais vous laisser juger par vous-même. Là. On va vous le faire écouter et vous laisser juger et voir si vous entendez certaines choses. Plusieurs vidéos sont disponibles sur YouTube où des internautes ont amplifié le son ou encore ont juxtaposé l'audio de la sonnette avec la vidéo du voisin d'en face. Je vous avertis, c'est assez troublant, je vais vous la faire entendre, car on entend les coups de feu. On risque
de l'entendre quelques fois, mais je vous ferai pas jouer les coups de feu, en fait, trop longtemps parce que c'est un petit peu, je vais pas vous répéter ça à vitam aeternam, là, parce que c'est un peu troublant, mais juste pour vous faire entendre le niveau sonore qu'on entend, je vais les laisser une fois du moins. Là, je pars la vidéo. C'est intéressant, il y en a qui ont superposé la vidéo de la sonnette l'audio de la sonnette avec la vidéo du voisin d'en face. Et là, je vous passe ça à 17 secondes parce que il se passe pas grand-chose avant. Donc, en ce moment, la voiture n'est pas encore arrivée. Mais on entend quand même des choses qui viennent de la sonnette. Puis là, il y a des internautes qui disent qu'ils entendent plein de choses. Et là, vous voyez, je vais reculer. Le camion arrive, tranquillement. On vient d'entendre Elisabeth dire « Good morning ». Je vais le reculer encore. « Good morning ». Morning. Là, la personne avance vers Elisabeth. Et là, il y a une conversation qui va en s'entamer. Et là, le criminel prend la fuite, embarque dans la voiture et file à toute allure. Donc, c'est troublant quand même, Seb. Hein? Oui, à chaque fois. Ça... Et puis là, des spéculations sur ce que les gens entendent, c'est spécial. Donc, il y a à 1 minute 13, il y a Liz qui dit « Good morning », ça, on l'entend. Et là, il y a des gens qui, par la suite, disent qu'ils entendent le tireur dire « Fuck yeah ». Et après ça, Liz qui lui répond « Oh no ». Et après, c'est le tireur qui lui dit « You know who I am », donc tu sais qui je suis. Mais c'est pas clair. Et là, j'ai entendu j'ai lu ailleurs quelqu'un qui croit lui entendre « Good morning » encore une fois quand Elisabeth arrive. Et puis après, on entend un son comme si quelque chose était zippé, là, un sac ou un manteau. Et il entendrait par la suite « Move to the right ». Et après ça, il entendrait « Stop ». Et par la suite, les coups de feu. Comme si la personne lui disait « Bouge un peu à droite ». Je sais pas si tu as entendu ça, toi. Non, le bouge, Seb. non, pas ce bout-là. On dirait que j'avais de la misère, puis je réessayais, puis j'avais vraiment de la misère. Même le No I Am, mais ça, je le percevais un peu légèrement, là, mais sinon, Je vais vous le remettre, puis je vais arrêter de parler, en fait. Là. Je vais le remettre à peu près au Good Morning. Je vais mettre le son un petit peu plus fort sur la console. Là, Good Morning. Et là, il arrive. Et là, je vous épargne les coups de feu. C'est pas clair, hein? Ouais, non, exact. Mais là, on dirait que j'ai un peu plus compris No Who I Am ou quelque chose qui ressemblait à ça. Là. Ça aussi, j'ai l'impression. Ça, je l'ai lu à maintes reprises, des gens qui croient vraiment entendre ça. Puis d'entendre le move to the right aussi, là, tu sais. Comme s'il lui disait tasse-toi un peu à droite, comme s'il était conscient de l'angle de la caméra, là, ou je sais pas trop quoi, là. Donc, c'est quand même assez intriguant. Il y a une chose, par contre, je trouve qui est intéressante de cette vidéo-là, c'est que selon les bribes de voix, selon moi, ça laisse sous-entendre encore plus que c'est un homme. Oui, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ah, 100%. La voix semble vraiment basse et grave. Bon, après, il y a des tonnes d'interprétations dans ce qu'on entend. Là. Le son est tellement amplifié, compressé, tout ça. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, puis je sais que tu m'étais arrivé avec cette info-là, qui entendent des conversations au début de l'extrait audio. Au début, en fait, la sonnette aurait capté des choses avant même que le camion arrive. Puis on dirait, il y en a qui ont spéculé, qui croyaient que, par exemple, une télé était peut-être ouverte à l'intérieur de la maison, parce qu'on dirait entendre des dialogues, ou peut-être qu'il y a un podcast qui jouait, je sais pas trop. Toi, t'entendais ça aussi, Oui, Seb? oui, il y avait comme un échange entre les deux, quasiment que ça disait, pas justement, tu sais qui je suis, mais... je suis là pour une raison, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment étrange, comme s'il précisait...
Mais là, c'est ça. Ça a joué avant que la personne arrive. Ça tue un peu la théorie. Là. Exactement. Mais moi, j'aurais été curieux de savoir si les policiers sont arrivés sur les lieux. Est-ce que la télé était ouverte? Ou est-ce qu'il y avait une radio d'ouverte ou quelque chose? Pour qu'on puisse au moins éliminer cette hypothèse-là. Parce que c'est vrai qu'on entend des choses. Hein. Souvent, les sonnettes ring vont entendre un petit quelque chose au loin, puis ils vont tellement amplifier puis compresser qu'on va entendre un gros son comme ça. Puis là, on va entendre une bribe de son, puis après ça, il y a ce qu'on appelle un gate. On l'a, nous aussi, sur notre console de podcast, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête de parler, on peut en faire un exemple, c'est le silence complet. Vous voyez, on est tombé dans un silence complet, sans bruit ambiant. Donc, la sonnette ring fait un peu la même chose. Donc, c'est pas évident de tirer de l'information de ça. Mais selon moi, justement, une des infos les plus importantes en lien avec cette vidéo-là, c'est aussi lorsqu'on entend Elisabeth dire à son agresseur « morning » ou « good morning ». Parce que cela répond à l'une des principales questions de l'affaire, selon moi, c'est-à-dire quelle est la relation ou l'absence de relation entre Elisabeth et son agresseur. Puis selon moi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui probablement ne la connaît pas. Non, exact. Parce que quelqu'un aurait réagi. En fait, Elisabeth, si elle avait vu une de ses amies ou un de ses amis, elle aurait sans doute dit « Hey Sab » ou « Hey, hello you » ou quelque chose de plus familier. Mais dans ce cas-là, morning, c'est plus formel. C'est plus formel, exactement. Là. Donc, c'est dur à dire tout ça, mais au moins cette vidéo-là amène quelques infos sur potentiellement la personne, potentiellement qu'elle ne connaîtrait pas, son agresseur, là, selon moi. Ben oui, puis justement, si ce qu'on entend est vrai, qu'il lui dit tu ne sais pas qui je suis ou qui je suis, là, tu sais, donc ça aussi, ça prouve ça, là, qu'elle ne le connaissait pas du tout. Exact. Mais la personne lui a clairement dit un message avant de l'assassiner. Elle lui a transmis quelque chose. Il y a une observation vraiment troublante, Seb, là, encore une fois, au niveau de l'audio qu'un internaute a fait en écoutant l'audio de la sonnette jusqu'à la fin puis en l'amplifiant. Et j'avoue être moi-même surpris quand je l'entends moi aussi. Là, c'est troublant. À la fin, en fait, on entendrait quelqu'un dire « Is she dead? » Donc, je vous fais jouer l'extrait, guys. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je le démarre tout de suite après les coups de feu. Vous me direz si vous entendez à la fin « Is she dead? » Vous voyez, l'avez-vous entendu? Is she dead? Puis on a entendu le camion repartir, en fait. Ouais. C'est fucked up, hein? Vraiment, en fait. Puis là, il y a toute une théorie autour de ça, là, autour de qui est-ce qui pourrait bien dire ces mots, là. On le voit dans les deux vidéos combinées, il n'y a personne d'autre dans la cour ce matin-là, mais écoute bien cette hypothèse, Seb, puis dis-moi ce que tu en penses. Je l'ai vu circuler beaucoup sur Reddit. Tu l'as dit tantôt, dans une sonnette de type Ring, dans ce cas-ci, apparemment que c'était une Nest que Elisabeth avait, mais c'est quand même... C'est la même affaire. Oui, exact. Par exemple, pour s'adresser au livreur qui vient déposer un colis, on peut lui parler, hein, on peut parler au travers de la sonnette, comme tu le disais. Pour parler au livreur. Puis ça, mon voisin m'a déjà fait le coup, moi. Il a déjà commencé à me parler, sachant que j'étais dehors devant la porte, puis il a commencé à me parler au travers de la sonnette. C'était très drôle. Donc, est-ce que c'est possible, selon toi, que quelqu'un aurait eu accès à la sonnette à distance, puis aurait assisté à la scène à distance au travers de la sonnette, et puis que, justement, une fois le meurtre commis, il demande « Is she dead? » Peut-être par erreur, en parlant dans la sonnette ou autre chose comme ça. Si on part dans cette direction, on n'a pas le choix de reconsidérer aussi Sergio dans tout ça. Tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui devait avoir accès à ça. Donc, aurait-il fait assassiner sa femme, puis est-ce qu'il aurait assisté au meurtre à distance, en direct, pour s'assurer qu'elle soit bien morte? C'est creepy un peu. Oui, quand même. Parce que c'est pas quelqu'un qui l'aurait hacké. J'imagine que ça peut se hacker, mais c'est trop conflictuel. Tu sais, toi, là, comme pour que ton voisin puisse t'ajouter, dans le fond, il faut qu'il ajoute comme ton courriel, ton numéro de téléphone, une forme de user. Il faut que j'installe une application, puis il m'envoie une demande d'accès via courriel. Ouais, c'est ça. Hein. Fait que, tu sais, c'est pas simple. Il faut que quelqu'un t'autorise, là, vraiment à le faire. Donc, est-ce que, c'est vraiment particulier. On dirait que, justement, Sergio, il était pas dans mes suspects, mais on dirait que ça,
ça me fait un peu changer mon opinion par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est étrange. Ah non, c'est clair. Puis tout a l'air tellement planifié, là, comme si le meurtrier savait exactement où le champ de la caméra se terminait. Ouais, ça aussi. C'est le champ de la sonnette, là, comme s'il avait presque pratiqué avec l'angle de vue. Ça correspond aussi au move to the right, hein, quand il dit à Elisabeth. Donc c'est weird tout ça, mais en même temps, il pouvait pas savoir en arrivant là que Elisabeth allait être exactement dans l'angle mort de la sonnette. Exactement. Elle aurait pu être dans sa maison, elle aurait pu être sur le gazon, dans la cour, dans un endroit où l'angle est vraiment clair. Là. C'est vraiment bizarre. Je veux aussi attirer ton attention, Seb, sur un détail que moi j'ai vu nulle part ailleurs, là, ni sur YouTube et sur Reddit, mais as-tu remarqué on dirait qu'il y a une moto garée devant la maison d'Elisabeth? Lorsque le camion arrive pour se garer, là, il choisit délicatement les distances et se gare derrière la moto. Oui. Il calcule bien ses distances pour pouvoir repartir rapidement, là, sans avoir à contourner la moto. Et ce qui est bizarre, c'est que la moto est garée exactement au bon endroit pour cacher les détails ou la plaque au-devant du camion sur la vidéo provenant du voisin. Et j'ai vérifié, moi, au Texas, les voitures sont obligées d'avoir une plaque à l'avant en plus de l'arrière. Oui, okay. C'est une two-plate state qu'ils appellent, là. Et sur la vidéo de la sonnette, la moto est garée exactement au bon endroit pour s'assurer que le camion soit pas dans l'angle de vue. Puis sur la vidéo du voisin d'en face, la moto fait en sorte que ça cache le devant. Oui. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette moto-là, mais c'est comme un guide pour l'assaillant pour s'assurer là, qu'il reste le plus possible en dehors du cadre des caméras. Donc je me questionnais un peu là-dessus. Là. Peut-être que j'hallucinais dans mon rabbit hole, mais je trouvais ça louche cette histoire-là. Mais bref, ils vont sortir en 2021 cette vidéo-là au grand public et 2 ans plus tard, il n'y a toujours aucun indice révélateur qui a permis aux enquêteurs d'avancer davantage. C'est fou, hein, quand même. Oui. Mais c'est... Comment dire? Je sais pas si on... Souvent, je sais qu'au Québec, on fait ça. Là, ils géolocalisent, ils vont... Les tours cellulaires, dans un secteur particulier, vont tout faire ressortir les téléphones qui ont pigné dans ce temps-là. J'ose croire qu'ils ont fait la même chose dans ce cas-ci. J'ose croire. Puis il ne devait pas en avoir tant que ça non plus. Peut-être que le tueur n'en avait pas sur lui ou il l'avait fermé, là, justement par sécurité, mais ça aussi, ça n'a jamais été adressé ou quoi que ce soit. Mais je sais que ça permet aussi souvent d'identifier. Puis il pourrait le suivre dans le sens que si un cellulaire en particulier, justement, on connaît un peu comment il peut sortir de la ville, etc., il pourrait faire ces corrélations. Tout à fait, mais bon, je ne suis pas enquêteur, mais bref. Il y a un internaute là, qui va faire une recherche super intéressante, Seb, encore une fois, vive le pouvoir du web et des internautes. Il va faire des recherches de logs d'appels policiers effectués le matin même du meurtre. Il va trouver une info très pertinente, là, une info, encore une fois, que j'ai vue reprise nulle part, dans aucun podcast, aucune vidéo. En fait, c'est un log, évidemment, minute par minute, d'une conversation de notes prises sur les channels de discussion des policiers, en fait, ce matin-là. Le matin du 25 janvier, les policiers ont établi rapidement un barrage policier sur le grand boulevard Quickendall. Imagine-toi donc, ça on peut le voir dans le log, là, il set up un barrage, tout ça, on le voit. Puis on le voit dans la liste qu'à 7h05, ils ont intercepté un Nissan Frontiers noir, donc sur le boulevard juste à côté. Oui. 7h05. On se rappelle qu'elle a été tirée vers 6h52. Sur les caméras de surveillance, il y a l'heure, donc ça ne ment pas. Là. Ce qui laisse un bon 10 minutes de libre au tueur pour rouler quelques rues seulement. Donc on a l'impression que c'est rapproché, 10 minutes, mais ça l'est pas tant que ça. Non. Parce que sortir d'une rue comme ça prend moins d'1 minute. Exact. Ça va assez vite. Fait qu'il y a quand même 10 minutes de libre. C'est sûr qu'il est revenu, on l'a vu revenir sur la scène de crime, mais on peut presque présumer, si ce Nissan Frontier-là, qui a été intercepté, était le tueur, on peut présumer qu'il y a eu un 10 minutes là, pour se débarrasser de l'arme du crime, par exemple, et des vêtements, et qui n'a donc pas semblé suspect aux yeux des policiers qui l'ont relâché, parce que le log policier le dit aussi, ils l'ont relâché. Fait qu'encore une fois, ça devait pas être un pick-up volé, Seb. Non. Tu sais, je fais un stretch avec ce que tu disais tantôt, parce que sinon, il l'aurait intercepté. Oui, automatiquement. Donc, apparemment, c'est peut-être pas le tueur, c'est peut-être un autre Nissan Frontiers noir. Mais les chances sont quand même minces. Mais les chances sont très, très minces, là.
Donc, c'est possible que ce soit un gros hasard, mais quand même, c'est bizarre un peu. Peut-être que le tueur aurait eu le temps de se débarrasser de certains trucs avant de passer le barrage puis de pas être reconnu. Mais ça, ils n'ont jamais retrouvé justement les déguisements dans une poubelle ou quoi que ce soit. Hein? Non, J'ai pas rien du vu tout. de ça, C'est aucunement soulevé. Il y a une autre vidéo publiée par son père Bob en juin 2022, donc il n'y a pas si longtemps, qui est non répertoriée sur YouTube. Donc ça prend un lien, là, c'est sur sa chaîne à lui. Puis la vidéo est titrée « Elisabeth revient du Starbucks le 25 janvier 2019 ». Et là, c'est weird. Encore une fois, j'ai vu ça nulle part dans les vidéos YouTube et podcasts. Ouais, puis je vous rappelle que le 25 janvier, c'est la date du meurtre. Oui, exactement. Dans cette vidéo, on voit Elisabeth arriver devant la porte d'entrée, puis elle est filmée de l'intérieur, on dirait par un cellulaire, puis elle fait des grimaces à qui on croit être Sergio là, qui la filme. C'est pas la même angle que la sonnette Ring. Fait que c'est pas une de la sonnette Nest, pardon. Mais, donc, on dirait quelqu'un qui filme au travers de la porte d'entrée, puis on la voit arriver avec son café, puis elle fait un sourire. On voit qu'elle est vêtue avec une genre de veste noire, donc il devait faire un petit peu frais ce matin-là. Mais pourquoi cette vidéo? C'est donc bien bizarre. Pour ceux qui croient que Sergio, son mari, est impliqué, là, ben cette vidéo leur donne encore plus de munitions, on dirait, parce que on pourrait croire que Sergio a filmé Elisabeth ce matin-là, par exemple, pour indiquer au tueur comment elle était vêtue ce matin-là, ou qu'elle était bien présente à la maison, ou autre. Donc, c'est weird encore tout ça, Seb. Là. Puis ce qui nous amène à parler d'hypothèses, on est vraiment rendu là parce que il n'y a pas d'autres infos qui ont été diffusées. Il y a plein de choses un peu weird comme ça autour de cette histoire-là. Donc c'est le temps de parler d'hypothèses, je pense. Oui. Il y a plusieurs hypothèses qui vont faire surface sur le web, sans toutefois qu'il y a vraiment des preuves solides qui les appuient. Hein, parce que c'est pas évident. Il s'agit plutôt de scénarios qui sont proposés par les internautes. Un de ceux-ci, Émile, serait qu'un membre de la communauté des fans de Star Wars ait commis le meurtre en fait, par jalousie, parce qu'il se serait entiché d'Elisabeth. Il serait tombé amoureux d'elle ou qu'il y aurait eu une histoire de triangle amoureux à quelque part. Puis ça, moi aussi, on dirait que je la tasse pas de côté, cette théorie-là. Cette théorie-là, elle provient du fait que Elisabeth n'avait aucun ennemi connu et que cette communauté était sans doute un de ses cercles sociaux les plus importants où appartenaient aussi des gens qu'elle connaissait un peu moins. Là. Aussi, puisque elle et Sergio se sont rencontrés grâce à ces communautés de fans, il pourrait être possible que Sergio ou Elisabeth se soient liés amoureusement en secret avec d'autres membres de la communauté. Là. Oui. Faut pas le nier ou non, quoi que ce soit. Là. C'est un monde qui était très important dans leur monde à eux, le monde du cosplay. Oui. Là. Ils n'ont pas d'enfants, donc ils peuvent concentrer toutes leurs énergies là-dedans. Oui, exact. Le cosplay, comme tu dis, est définitivement au centre de leur vie. Et Elisabeth et son conjoint sont des grandes fans. Leurs réseaux sociaux ne font état que de leur passion pour Star Wars et Harry Potter. Comme tu disais, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'autres distractions. Ils semblent avoir peu de distractions en dehors de cette passion-là. Là. Il y a donc de fortes chances que le meurtrier soit lié de près ou de loin à cette communauté. En raison du dernier tir qui est au visage de Liz et de la courte conversation qu'ils ont eue avant le meurtre, plusieurs croient que le meurtre est une affaire personnelle, en fait, et non une histoire de tueur à gages. Oui, à cause que le tir au visage, souvent, c'est synonyme de haine ou de passion. Là. Oui, exact, parce que les 3 balles au torse, selon moi, ça aurait été suffisant pour la tuer. Ceci dit, aucune preuve réelle ne laisse croire qu'un membre de la communauté est impliqué. Aussi, il y a peu de gens qui étaient au courant de cette vente de carrage de dernière minute. Il faudrait définitivement fouiller auprès des gens qui étaient au courant. Mais ça, encore là, c'est difficile à faire. Il y a eu aussi l'hypothèse que Sergio, son mari, soit impliqué et qu'il aurait engagé un tueur à gages. C'est appuyé par le fait qu'il était parti au travail quelques minutes seulement avant l'événement, mais aussi par les mots « Is she dead » qu'on a entendus à la fin de la vidéo de la sonnette. Certains vont dire que Sergio n'a pas perdu de temps pour se remettre en couple. Il s'est remarié 2 ans après le drame. Bon, c'est pas si pire, là. 2 ans, il y a quand même beaucoup. Non, c'est sûr. Il y a du temps qui s'écoule, mais tout de même. Sergio était au courant des allées et venues d'Elisabeth ce jour-là, donc il aurait pu facilement informer un tueur à gages pour exécuter le boulot. En même temps, tout semblait bien aller dans le couple. Ils comptaient partir 2 jours plus tard, hein, je vous rappelle, en voyage pour leurs 5 ans de mariage. Là.
Donc, c'est assez étrange. Le timing est très étrange. Et parlons un peu de ce prétendu tueur à gages. Les adeptes de cette théorie vont affirmer que le tueur semble avoir une certaine aisance avec les armes à feu. Par exemple, il utiliserait ce qu'on appelle le Mozambique Drill, en jargon militaire où l'on tire 2 ou 3 coups au corps et 1 à la tête pour l'achever. On se rappelle à quel point le meurtre ressemble à une exécution. Aussi, le tueur tire à une main, le bras bien droit, ce qui indique encore une fois une certaine technique. J'en rajoute là, mais très peu de femmes tirent avec une technique à une main. Surtout du revolver, ça demande une certaine expérience, une grande force d'avant-bras parce que ça donne un coup, tirer du fusil. Une fois les 3 coups au corps tirés, le tueur s'avance vigoureusement presque sur le corps de la victime pour l'achever d'un dernier tir à la bouche. En même temps, le tueur démontre un manque d'expérience dans sa préparation. Il a été aperçu par plusieurs caméras dans le voisinage, il a été filmé même si la qualité de l'image est floue. Sa voiture a rapidement été identifiée, sa voix a été aussi enregistrée. On dirait donc que c'est quelqu'un qui semble avoir une certaine expérience avec les armes, mais pas forcément en exécution de contrats criminels. Non, c'est ça. Il a été extrêmement chanceux de ne pas se faire prendre là-dedans, veut pas. Là. Mais encore, personne n'a de mobile pour engager un tueur à gages. Personne n'avait de raison réelle, du moins que l'on connaisse, pour tuer Elisabeth. Ce qui sort de cette histoire est un gros « what the fuck », sérieux, là. Serait-ce une mauvaise cible pour un autre meurtre planifié? Oui, ben ça aussi, c'est une hypothèse, l'erreur de cible. Mais selon moi, il doit s'en assurer au départ quand il lui demande dans la petite conversation. Il semble quand même vouloir s'assurer de quelque chose. Donc, on dirait que je crois peu à cette hypothèse-là. Non, moi non plus. Il est venu la veille, il est revenu après pour voir. Donc, moi non plus, j'ai l'impression que c'était la bonne personne par rapport à ça. Mm-hmm. Toi, Émile, qu'est-ce que tu crois qui est arrivé? Moi, je suis extrêmement confus en lien avec ça. Moi, en fait, on n'a aucun mobile, puis on n'a aucune preuve scientifique. Donc, moi, j'ai tendance, on dirait que je sais pas quoi en penser, mais il y a peut-être mon gut feeling qui me dirige un peu vers Sergio, dans le sens que j'ai l'impression qu'il en sait peut-être un peu plus que ce qu'il prétend. Il était au courant de la vente de garage, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il venait juste de partir, malgré le fait qu'il y a un alibi solide. Mais ça fait partie un peu de la game aussi, du scénario, d'avoir un solide alibi d'être à la job. Il a accès à la sonnette de la caméra, la drôle de vidéo Starbucks qu'il a fait avant. Il y a le Is She Dead aussi qu'on attend à la fin, qui est weird un peu. Mais celui-là, je le prends avec un grain de sel, parce que selon moi, de mon expérience à entendre une voix au travers une sonnette ring, ça sonne quand même fort. Donc on l'entendrait, j'ai l'impression, beaucoup plus clairement que dans un filigrane avant un genre de bruit de comme ça. Là. C'était peut-être encore la télé. C'était peut-être encore la télé s'il y avait une télé d'ouverte. Même ce qu'on entend quand on pense que le tueur lui dit « move to the right », peut-être que c'était la télé aussi. Vrai. Donc c'est drôle, on sait pas quoi penser, mais moi, c'est un peu la théorie du rasoir d'Occam, hein, souvent l'explication la plus simple et la plus probable. Puis on dirait que c'est ce qui nous pointe vers Sergio, comme quoi il savait peut-être quelque chose, ou peut-être qu'il serait impliqué, ou qu'il aurait entendu des choses au sein de la communauté, mais en même temps, on n'a aucune preuve concrète. Donc, on n'a pas de preuve qu'il l'a fait, mais pas de preuve qu'il l'a pas fait non plus. Donc, Non, exactement, parce que même dans la communauté, il y a personne qui du moins qu'on sait, qui est revenu pour dire je soupçonnais telle ou les rumeurs pointaient sur telle ou telle personne avec qui elle avait une relation. Généralement, ces communautés-là, ça patine aussi. Là. Ça aussi, c'est un peu étrange. Mais je pense un peu de la même théorie que toi. En fait, moi, je suis convaincu qu'elle était ciblée. Avec tout ça, j'ai l'impression qu'elle avait peut-être un amant, ou du moins que quelqu'un lui tournait autour. Puis peut-être que Sergio, c'est quelqu'un d'extrêmement... je veux dire, si elle le trompait, je veux dire, pas pour tuer, là, je peux comprendre la jalousie, mais c'est peut-être juste qu'elle se faisait tourner autour, il a pas aimé ça, mais d'après moi, c'est quelque chose de plus profond que ça. Mais sinon, on dirait que je vois pas. C'était tellement quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Des fois, ça peut cacher autre chose, là, mais est-ce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, outre les relations amoureuses, là. On dirait que je l'exclus aussi. Donc, on dirait que je penche vraiment vers le triangle amoureux, ou du moins, est-ce que c'est comme je disais, je pense avant qu'on enregistre, est-ce que c'est la blonde du gars avec qui elle trompait, qui a engagé?
ça. Ouais. Puis aussi, ben, si on prend... C'est des scénarios, c'est un peu des fabulations. Hein? Ben oui, exact. Mais on dirait qu'on n'a pas le choix de fabuler parce qu'il y a tellement rien. Je veux dire, elle n'a pas texté qui que ce soit. C'est sûr qu'ils ont analysé les cellulaires, les discussions textes. Ils ont dû tout faire ça là, pour voir ses derniers contacts, les contacts des dernières semaines. Si elle avait un compte Telegram. C'est sûr qu'ils ont dû faire ces analyses-là. Oui. Ça aurait ressorti. Fait qu'on dirait qu'en même temps, on dirait que j'y crois... Ben, pas que j'y crois pas, mais je la trouve plus ardue, la piste tout à fait. Du triangle amoureux, du moins du cocufiage là, qui serait lié à ça. Il y en a qui pensaient que c'était peut-être quelqu'un dans un des hôpitaux qu'elle a visité, quelqu'un qui serait peut-être dérangé au niveau mental, peut-être que, je sais pas, qui s'est entiché d'elle ou que, encore une fois, mais c'est sûr, je sais pas à quel point ils enlèvent leur casque, là, sont déguisés en Stormtroopers. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais il y en a qui faisaient un lien avec ça, que peut-être que ça serait quelqu'un de cette de cette audience-là, de gens malades qu'elle aurait vu à l'hôpital. Donc c'est bien dur à dire tout ça. Ouais, exact. On traite beaucoup de meurtres mystérieux, mais lui, je trouve qu'il est vraiment mystérieux. Là, il y a tellement rien qui... D'habitude, on a quand même un petit soupçon de quelque chose. Là, on peut juste comme fabuler un peu pour essayer de comprendre. Mais c'est le genre de crime que j'ai espoir qui sera résolu grâce aux preuves numériques. Selon moi, c'est tout à fait possible de le résoudre, ce crime-là, là, comparé à bien d'autres. Ah, ben oui. Donc, on est encore jeune dans la vie du crime. 2019, c'est pas si loin. Donc, il y a peut-être même d'autres preuves, d'autres vidéos qui vont être sorties un jour. On ne sait pas. Exact. Et vous, chers distordus, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous pensez de la mort inexplicable d'Elisabeth Barazza. On veut vraiment le savoir. Pour l'after show, pour nos membres Patreon au forfait Oui Monsieur, on s'intéresse à d'autres cas qui ont été filmés et qui n'ont jamais été résolus. Le cas de double meurtre à Delphi, où on arrive avec une mise à jour en lien avec notre épisode, et le cas de Missy Beavers aussi, dont on n'a jamais parlé, qui est un cas hallucinant. On va en glisser quelques mots dans l'after show. Donc, soyez sûrs de vous abonner à Patreon et rester avec nous pour après cet épisode-là. Sinon, vous savez où nous trouver, on est partout, sur Instagram, Distorsion Podcast, on est là, on est sur TikTok aussi, vous pouvez nous trouver sur TikTok, on fait des courtes disto news là-dessus, donc rejoignez-nous, on est sur Facebook, on a un groupe de discussion privé aussi qu'on affectionne particulièrement sur Facebook, vous pouvez le trouver, groupe de discussion privé, on est sur Twitter aussi, sur YouTube, un peu partout. Merci à ceux qui nous offrent des tournées de bière aussi par notre site web. Si vous voulez faire du business avec Distorsion, vous voulez nous commanditer, être partenaire, écrivez-nous aussi via l'onglet de contact sur notre site web au distorsionpodcast.com et contactez-nous, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Au niveau des sources dans cet épisode-ci, Reddit, énormément de sujets, il y a une section de Reddit qui s'appelle Liz Barazza, destinée à l'histoire, plein d'informations là-dessus. Il y a le blog Unresolve aussi qui en a fait un super article. Click to Houston, on le sait, les journaux locaux sont souvent les meilleures sources pour ces histoires-là. Donc, le site web de la région de Houston. Même chose pour la station de télé de la région de Houston, KHOU. Web Sleuth, évidemment, ont consacré plusieurs pages là-dessus. Il y a les YouTubers That Chapter, Candlery qui ont fait des épisodes. Les deux épisodes se ressemblent beaucoup, je dois dire, mais qui ont fait des épisodes là-dessus. Et ABC ont couvert énormément là, en long et en large cette histoire-là. Et puis, si vous êtes au courant de quelque chose en lien avec cette histoire-là, n'hésitez pas à le dire. Et sinon, Seb, on ne pourrait pas faire tous ces beaux épisodes sans nos chers membres Patreon, à qui on doit un généreux shout-out. Je te laisse commencer. Oui, j'y vais avec beaucoup d'amour pour Marie-André L, Kevin L, Lucie R, Sarah B et Zofia P. Un gros high five à vous tous. Shout out à Justine Q, à Coralie C, à Laetitia L, à Noel Witch et à Joanie F. V. Je poursuis avec Fumatuari, Ziggy Zerfall, Noémie BL, Zombixel et Carrie Ann D. Merci. Un gros câlin à Chloé M, Barbara C, à Hélène P, Selena L et Valérie L. Je poursuis avec le mystérieux Mojo Jojo, Rosemary C, Marc-Antoine D,
Michael H. et Jonathan F. On pourrait pas faire ce show sans la contribution de Alexandre C, Mélanie R, Stanislas F, à RL et à Gilbert B. Je poursuis avec de l'amour pour Geneviève B, Corinne B, Renaud E, Guillaume D et le ou la mystérieuse Flo. Un high five à Roxane H, Marine T, Vincent D, Tristan P et Mylène T. Je poursuis avec Louanie C, Marina L, Claude, Armandine B et Clémentine L. Et pour terminer, un gros shout-out à Marie-Kim F, à Mouton Déshydraté, à Danny BH, à Marie-Audrey C et à Jonathan O. Merci à vous tous, très apprécié. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Soyez toujours amis avec quelqu'un qui a une sonnette intelligente. Il pourrait vous sauver la vie. Oh oui.